Un seul mot a suffi pour mettre le feu aux poudres, viciously. En quelques minutes, la promesse de Donald Trump d'agir violemment au Nigeria traverse les écrans, réveille de vieux souvenirs de Libye et d'Irak et replonge tout le Sahel dans une méfiance électrique. Au milieu de ce vacarme diplomatique, une question s'impose. Que devient la souveraineté africaine quand un président étranger menace d'intervenir? Et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il dans chaque débat? Car ici, au Sahel, une phrase partie de Washington peut encore bouleverser la vie de millions de personnes. Ce récit va éclairer un enjeu simple mais décisif. Comprendre comment une seule phrase lancée depuis Washington peut reconfigurer l'équilibre du Sahel. Pour le lecteur, l'idée essentielle à retenir est la suivante. Saisir en 12 mots comment le pouvoir narratif façonne réellement la souveraineté. Car derrière le mot viciously, ce n'est pas seulement la politique américaine qui s'invite dans la région, c'est toute la mécanique des dépendances, des alliances, sous pression et des peurs collectives qui se réactivent instantanément. Les dirigeants nigérians doivent rassurer, les chancelleries étrangères calculent les options et les populations se demandent à quel point leur avenir dépend encore des décisions prises à des milliers de kilomètres. À ce stade, une question subtile apparaît. Et si cette fois, la boucle n'allait pas se refermer comme avant? Au cœur de cette tension, une figure catalyse les attentes. Ibrahim Traoré, devenu malgré lui le point de comparaison pour mesurer ce que pourrait être une souveraineté assumée, sans tutelle. Son apparition dans les discussions n'est pas un hasard. Elle révèle l'écart entre une Afrique qui craint de perdre son autonomie et une Afrique qui tente enfin de la reconquérir. Un éclairage discret se dévoile alors. Dès les premières heures suivant la déclaration de Donald Trump, un phénomène inattendu apparaît. Au Nigeria, les réactions populaires se structurent plus vite que les réponses officielles, créant un décalage inédit entre l'État et sa propre opinion publique. Et ce glissement se voit dans un chiffre simple. En moins de 6 heures, plus de 2 millions d'interactions en ligne relaient, détournent ou contestent le terme viciously, comme si le pays entier tentait de reprendre la main sur le récit avant que le pouvoir ne le fige. Ce point de bascule oblige à revenir au décor réel. Le Nigeria n'est pas seulement un géant démographique, c'est un espace saturé de lignes de fracture où sécurité, pétrole, politique intérieure et influence étrangère s'entrelacent en permanence. À chaque fois qu'un acteur extérieur prononce une menace, la mémoire collective réactive des épisodes douloureux. L'intervention en Libye, la déstabilisation du Sahel, les promesses occidentales non tenues. Ce passé pèse lourd lorsque la phrase de Trump éclate. Elle n'arrive pas dans un vide, mais dans un pays où chaque mot peut devenir un coup, une tension, une peur. Pendant ce temps, à Abuja, les conseillers du président tentent de maintenir une ligne prudente, mesurée, calibrée pour ne froisser ni Washington ni l'opinion locale. Pourtant, la rue s'empare plus rapidement du récit que les ministères. Les radios s'enflamment, les marchés discutent, les réseaux sociaux tranchent. Le problème n'est déjà plus Trump, mais la sensation d'un pouvoir qui réagit trop lentement. C'est ici qu'un autre signal émerge à travers le Sahel. La montée, dans les débats des populaires, du nom d'Ibrahim Traoré comme incarnation d'une autre posture possible. Sans être présent dans la séquence nigériane, il devient la figure miroir permettant à des millions d'Africains de comparer deux voix, accepter l'ingérence comme une fatalité ou affirmer la souveraineté comme un réflexe. Pour comprendre comment la séquence Trump-Nigeria s'est transformée en onde régionale, il faut suivre ceux qui, sur le terrain, captent les signaux avant tout le monde. Journalistes locaux, analystes sécuritaires, étudiants connectés, commerçants en première ligne. Ce ne sont pas des stratèges internationaux, mais des observateurs quotidiens qui voient les effets concrets d'une menace lointaine. Dans un premier exemple, Abuja, dans une radio de quartier à Garki, l'annonce de Trump déclenche un débat improvisé. Les chauffeurs de taxi
explique que chaque tension diplomatique se traduit quelques jours plus tard par une hausse du carburant. Une mère de famille raconte comment, après chaque crise internationale, les patrouilles se renforcent dans son district. Le lien entre géopolitique et vie courante n'est plus théorique. Il est compté en factures, en déplacements, en heures perdues. Dans un premier exemple, Lagos. Sur un campus technologique, des étudiants comparent les déclarations américaines avec les précédents en Irak ou en Libye. Leur conclusion est sèche. Le langage punitif n'a jamais stabilisé aucun pays africain. Certains citent Ibrahim Traoré comme exemple inverse, un leader qui refuse de dépendre d'une puissance extérieure pour assurer la sécurité. Le contraste frappe. Prudence institutionnelle d'un côté, exigence de souveraineté de l'autre. Ces micro-lectures locales produisent un premier effet. Elles renforcent la suspicion envers toute réaction tiède des autorités nigérianes. Les ministères doivent être composés avec un public qui n'attend plus des explications, mais des preuves de cohérence. Le pouvoir ne peut plus se cacher derrière des communiqués calibrés. Chaque réponse est disséquée en temps réel. En d'autres termes, la population lit la crise plus vite que l'État. Tout commence par un mot, pas une doctrine, pas un plan d'intervention, un mot, viciously. À Abuja, les premières minutes ressemblent à une pièce déjà vue. Réunion rapide, communiqué prudent, appel discret avec les partenaires occidentaux. Le pouvoir tente d'étouffer la déflagration avant qu'elle n'envahisse l'espace public. Mais la rue va plus vite. Les radios s'enflamment. Les émissions matinales coupent leur programme pour analyser la menace. Dans les marchés, on raconte que chaque déclaration américaine finit par coûter quelque chose. Carburant, sécurité, liberté. Pendant que les ministres rédigent un texte mesuré, les réseaux sociaux explosent. Le mot est repris, détourné, moqué, transformé en slogan. L'État perd déjà le contrôle du tempo. Les diplomates occidentaux renforcent leurs protocoles. Les ambassades ferment l'accès au public. Tinubu espère gagner du temps, mais le récit lui échappe. Au point culminant, la scène change d'échelle lorsqu'un acteur extérieur entre dans la conversation sans la nommer. Dans un stade du Sahel, un discours de 8 secondes circule soudain partout. Aucun peuple n'a besoin d'un sauveur étranger pour se libérer. La vidéo franchit les frontières. Mali, Niger, Ghana, Côte d'Ivoire. Elle se propage comme une onde de choc. À Lagos, les étudiants voient immédiatement le sous-texte. À Abuja, les analystes comprennent que deux visions africaines s'opposent en direct. D'un côté, Tinubu jouant la carte de la prudence pour ne pas perdre l'appui américain. De l'autre, une aspiration populaire qui pointe vers un autre modèle, incarné par un leader devenu symbole, Ibrahim Traoré, référence implicite de ceux qui veulent couper le cordon stratégique. Les médias internationaux ajoutent une couche supplémentaire. Washington parle de stabilité religieuse. Paris évoque un syndrome Traoré. Les plateaux TV nigériens s'enflamment, les marchés réagissent, le naira bouge, les milices du Nord promettent une défense sans attendre l'aide extérieure. Chaque acteur joue sa partition, et plus personne ne contrôle le récit. Dans le prolongement, les jours suivants ressemblent à une recomposition silencieuse. Les diplomates étrangers décrivent la séquence comme une tension interne, mais ce qui se joue dépasse largement une crise ponctuelle. C'est une bataille narrative pour la souveraineté. Tinubu multiplie les apparitions télévisées. Il espère calmer les esprits, mais chaque passage semble accentuer l'écart entre le langage institutionnel et l'humeur populaire. Dans les capitales voisines, on observe. Au Sahel, on s'organise. Les discussions Telegram deviennent des forums politiques. Les comparaisons se multiplient, coopération ou dépendance, stratégie ou capitulation.
La jeunesse connectée lit les événements minute par minute. Les commerçants calculent les hausses à venir. Les familles scrutent l'avenir avec appréhension. Au centre de cette recomposition, un constat s'impose. L'Afrique ne réagit plus aux crises comme avant. Le public analyse plus vite que les gouvernements. Les récits circulent hors des canaux officiels. Et la figure d'Ibrahim Traoré sert de point d'appui à ceux qui refusent l'idée qu'une phrase prononcée à Washington puisse décider du destin régional. Le véritable aftershock n'est ni diplomatique ni économique. C'est un changement mental, profond, irréversible. Dans cette séquence, les chiffres deviennent un terrain de vérité. Ils ne racontent pas ce tout, mais ils éclairent ce que les discours tentent souvent de masquer. Le Nigeria, géant régional, s'appuie sur un appareil sécuritaire alimenté par des partenaires étrangers dont l'influence dépasse largement la coopération technique. Le premier indicateur est fait brutal. 38% des importations d'armement en Afrique de l'Ouest proviennent encore des pays de l'OTAN. Cette proportion révèle une dépendance durable, enracinée dans les besoins matériels d'États confrontés à des menaces multiples. En d'autres termes, ce pourcentage montre une autonomie militaire encore fragile face aux crises régionales. Face à ce modèle, un second chiffre raconte une autre trajectoire. Le Burkina Faso, en pleine recomposition stratégique, a choisi de réduire l'empreinte étrangère sur ses approvisionnements militaires. Sous l'impulsion de nouvelles alliances, 61% des acquisitions militaires récentes proviennent désormais de partenariats africains et asiatiques. Cette bascule n'est pas spectaculaire, mais elle dépasse largement le symbole. Elle traduit un repositionnement géopolitique assumé. En d'autres termes, cette inversion illustre une volonté réelle de souveraineté face aux pressions extérieures. Le troisième indicateur concerne non plus les armes, mais la stabilité. Depuis 2020, les pays ayant réduit leur coopération militaire avec les puissances extérieures ont enregistré une amélioration mesurable de leur sécurité. Dans le Sahel, le taux de stabilité a augmenté d'environ 7% pour ces pays, même si cette progression reste progressive et hétérogène. En d'autres termes, cette hausse suggère une corrélation entre autonomie sécuritaire et cohésion politique interne. Ces trois chiffres redessinent le paysage. Ils ne suffisent pas à eux seuls à expliquer la réaction fulgurante du Nigeria après la phrase de Trump, mais ils donnent le cadre analytique dans lequel la crise s'est inscrite. Plus un État dépend de ses soutiens extérieurs, plus chaque menace verbale pèse lourd dans les décisions internes, du prix du carburant jusqu'aux patrouilles de police. C'est exactement ce que les radios de Lagos ont exprimé. La géopolitique n'est pas une abstraction, mais une équation quotidienne. Et c'est dans cette lecture que certains Nigérians évoquent l'exemple d'un autre acteur. Le discours d'Ibrahim Traoré, relayé dans tout le Sahel, n'a pas pour fonction de contredire Abuja, mais de mettre en lumière une alternative. Sécuriser sans s'aligner, coopérer sans dépendre, s'armer sans se soumettre. Ce modèle inspire une partie des jeunes générations qui, données en main, comparent les trajectoires pour comprendre où se situe la marge réelle d'indépendance. Les chiffres permettent ainsi de formuler une question simple. Jusqu'où un pays peut-il défendre sa souveraineté si ses outils essentiels restent conditionnés par des partenaires extérieurs? À Abuja, cette interrogation n'a pas été prononcée publiquement, mais elle traverse chaque réunion stratégique. À Lagos, elle alimente les discussions nocturnes dans les campus. Au Sahel, elle devient un critère de légitimité politique. Les données ne remplacent pas les décisions, mais elles révèlent ce que les discours tentent parfois d'adoucir. Les mots passent, la dépendance reste. Pour comprendre l'onde de choc née du mot viciously, il faut prendre au sérieux les deux visions qui s'affrontent au Sahel et en Afrique de l'Ouest, sans caricature. Les partisans de la coopération renforcée avec les puissances étrangères, dont une partie de l'élite nigériane, avancent un argument simple. Sans soutien extérieur, la lutte contre Boko Haram, les IWAO
et l'ensemble des groupes armés dépasserait rapidement les capacités nationales. Il rappelle que les drones fournis, les instructeurs envoyés et les systèmes de renseignement partagés ont permis de réduire certaines zones d'insécurité. Pour eux, refuser l'aide américaine, c'est mettre en danger direct des millions de civils. Leur logique est pragmatique. Un pays de plus de 200 millions d'habitants ne peut pas absorber seul un tel niveau de menace. En face, un autre camp, influencé par le discours d'autonomie porté dans le Sahel, œuvre depuis des années à démontrer l'inverse. Selon eux, ce type de coopération crée une dépendance structurelle qui laisse les États vulnérables aux changements d'humeur ou d'intérêt des grandes puissances. Il cite l'expérience récente du Burkina Faso, où la réduction des dispositifs militaires extérieurs n'a pas mené au chaos annoncé, mais à une consolidation progressive des capacités internes. Ils rappellent aussi que les interventions occidentales en Libye ou en Irak ont souvent aggravé les crises qu'elles prétendaient résoudre. Dans cette lecture, l'approche défendue par Ibrahim Traoré incarne une souveraineté active. Investir dans la défense locale, développer des partenariats africains, limiter les pressions politiques externes. La force du premier camp est la lucidité sur les menaces immédiates. La force du second est la mémoire des précédents et la recherche d'un horizon de liberté stratégique. La question centrale n'est pas qui a raison, mais quel coût chaque pays est prêt à supporter. Et c'est ici que le rebutal prend forme. Les deux visions sont cohérentes, mais elles se heurtent au même fait souligné dans les débats nigérians. Une dépendance sécuritaire trop forte devient elle-même un facteur d'instabilité, car elle expose la décision nationale aux chocs politiques extérieurs. La souveraineté n'est pas un absolu, mais un rapport de force mouvant que chaque crise révèle un peu plus. Le centre bascule. Ce moment précis apparaît lorsque la crise nigériane cesse d'être une affaire entre Washington et Abuja pour devenir un débat africain beaucoup plus large. Ce n'est plus Trump qui occupe le premier plan, mais une génération hyper connectée qui refuse d'avaler les récits prémâchés. Sur les campus, dans les marchés, dans les espaces numériques, la question change brutalement de forme. Ce n'est plus qui protège, mais qui décide. Cette inversion est la véritable révélation, car elle renverse le schéma habituel où les États réagissent et les populations suivent. Ici, les populations analysent, comparent, questionnent, avant même que les gouvernements ne publient une ligne officielle. Et ce glissement s'accompagne d'un autre phénomène, la circulation accélérée des figures alternatives, dont celle d'Ibrahim Traoré, utilisée comme point de contraste pour évaluer ce que pourrait être une souveraineté non conditionnée par les grandes puissances. La force du midpoint se trouve là, dans la prise de conscience collective que la politique étrangère ne se joue plus dans les chancelleries, mais dans la perception d'une jeunesse qui ne croit plus à la protection venue de l'extérieur et qui réécrit les équilibres du Sahel à partir de ses propres critères. Les effets de la séquence Trump-Nigeria ne se limitent pas au discours. Ils s'infiltrent dans les décisions publiques, les comportements économiques, la perception de la sécurité et les équilibres régionaux. Chaque groupe social absorbe la déflagration différemment, mais tous ressentent la même pression, celle d'un avenir désormais exposé aux variations d'humeur d'acteurs extérieurs. Du côté de l'État. Pour le gouvernement nigérian, l'impact immédiat est une perte de maîtrise du récit. Le communiqué initial, prudent et calibré, est rapidement perçu comme insuffisant par une opinion qui s'attendait à une posture plus affirmée. Les ministères doivent réorganiser leurs priorités sécuritaires, renforcer les contacts diplomatiques et revoir leur communication sous la pression d'une jeunesse qui analyse les crises en temps réel. Là où Abuja pouvait autrefois imposer le tempo, il doit désormais composer avec un public qui exige cohérence, fermeté et autonomie. 2.
Pour les entreprises nigérianes, déjà exposées aux fluctuations du naira, réagissent immédiatement à la menace de tensions élargies. Les secteurs liés à l'importation, énergie, logistique, télécommunications, anticipant des hausses de coûts, car toute crise internationale se transforme en incertitude sur les contrats et les délais. Les investisseurs étrangers adoptent une posture d'attente, suspendant certaines décisions, tandis que les acteurs locaux renforcent leurs marges de sécurité. La peur n'est pas tant l'intervention américaine que les effets secondaires. Pénurie, délais, friction administrative. 3. Pour la population, pour les citoyens, la crise change le quotidien avant de changer la politique. Les prix du carburant, déjà sensibles aux perturbations extérieures, deviennent le premier thermomètre de la tension. Les habitants des grandes villes se préparent à des contrôles plus stricts, à des patrouilles renforcées et à un climat d'incertitude amplifié par les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. La population ne se contente plus d'attendre les explications officielles. Elle décrypte et compare, notamment lorsque des discours de souveraineté comme ceux d'Ibrahim Traoré circulent largement et offrent un contre-modèle mental face à la dépendance étrangère. 4. À l'échelle régionale. À l'échelle régionale, l'impact est encore plus profond. Les pays du Sahel observent avec attention la réaction du Nigeria, se demandant si la voie prudente choisie par Abuja peut encore convaincre une jeunesse qui réclame plus d'autonomie stratégique. Les capitales voisines, Bamako, Niamey, Ouagadougou, y voient une confirmation. Le centre de gravité des décisions africaines se déplace vers une logique de souveraineté assumée. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré devient un repère pour mesurer la capacité des États à rompre avec les schémas traditionnels. Le débat régional se restructure non autour des menaces extérieures, mais autour de la question de l'indépendance réelle des États face aux pressions diplomatiques. Au total, la crise révèle une fracture transversale. L'Afrique n'attend plus de protection, elle exige de la maîtrise. Et cette exigence reconfigure silencieusement l'ensemble des équilibres du Sahel. Dans les mois qui suivent, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Nigeria et le Sahel, chacune guidée non par la rhétorique mais par les dynamiques révélées lors de la séquence Trump-Nigeria. Les décisions prises maintenant conditionneront l'équilibre régional de l'année à venir. 1. Dans une première possibilité, la continuité tendue. Le Nigeria maintient son cap actuel. Coopération prudente avec les puissances occidentales, communication mesurée et ajustement sécuritaire limité. Les partenaires étrangers acceptent une collaboration réduite mais stable, tandis qu'Abuja tente de rassurer sa population sans rompre ses alliances. Dans ce modèle, les tensions ne disparaissent pas, elles se déplacent. Les critiques internes persistent, mais l'État gagne un peu de temps en évitant la rupture brutale. Le Sahel, lui, reste fragmenté entre les tenants de la prudence et ceux qui cherchent des modèles d'autonomie. 2. Dans une perspective plus favorable, l'ancrage régional. L'effet cumulé de la crise déclenche une coopération renforcée entre les pays du Sahel. Des mécanismes conjoints de défense émergent, inspirés par les trajectoires récentes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le Nigeria, poussé par une opinion publique plus exigeante, intensifie ses partenariats africains pour réduire les marges d'ingérence extérieure. Cette configuration ne transforme pas le continent du jour au lendemain, mais elle ouvre un espace politique nouveau, celui d'une souveraineté partagée et de stratégie coordonnée sur les questions de sécurité, d'énergie et de développement. 3. Dans une perspective plus incertaine, la spirale de dépendance.
Si Abuja s'appuie davantage sur les financements conditionnés pour stabiliser sa sécurité intérieure, la marge nationale se réduit. Les puissances étrangères, profitant du contexte, imposent des exigences accrues en matière de gouvernance, de priorités sécuritaires ou de coopération stratégique. Le débat public nigérian se polarise davantage et les tensions déjà présentes dans le Sahel s'amplifient. La fracture entre souveraineté affichée et souveraineté réelle devient encore plus visible, surtout pour une jeunesse qui refuse désormais de jouer le rôle d'audience passive. En résumé, entre ces trois voies, la question n'est pas de choisir le scénario idéal, mais de comprendre le coût et la cohérence de chaque option. La souveraineté n'est pas un slogan. C'est une architecture décisionnelle qui se construit, se négocie et se teste dans chaque crise. La crise née du mot viciously ne touche pas seulement les gouvernements, elle atteint des publics très différents, chacun avec ses inquiétudes et ses outils d'analyse. Trois voies, souvent séparées, se croisent pourtant dans ce moment géopolitique. A. Les citoyens ordinaires. Pour ceux qui vivent avec l'insécurité quotidienne, les hausses de carburant et les inquiétudes liées au contrôle renforcé, la souveraineté n'est pas une abstraction. Elle se traduit par la capacité ou l'incapacité de l'État à protéger, organiser et stabiliser. Cette population n'attend plus des discours, elle veut des preuves concrètes, une communication plus claire, quelques décisions visibles et un effort de cohérence suffiraient à restaurer une partie de la confiance perdue. B. La jeunesse connectée. Elle suit les crises en temps réel, compare les chiffres, démonte les narratifs et repère instantanément les contradictions. C'est elle qui a transformé l'écho de la déclaration de Trump en test grandeur nature de la crédibilité des dirigeants. Cette génération n'est plus sensible aux promesses, elle évalue. Pour maintenir un dialogue avec elle, il faudrait expliquer les choix stratégiques plutôt que les masquer. La transparence n'est pas un luxe, c'est une condition de légitimité. C'est la diaspora. Présente de Londres à Montréal, elle observe les événements avec un pas de recul, mais une implication émotionnelle forte. Elle rectifie les caricatures médiatiques, finance parfois des initiatives locales et reste attentive à la manière dont les grandes puissances parlent du continent. Un espace de concertation régulier, même symbolique, lui permettrait de contribuer sans être réduite à un rôle d'audience lointaine. Au final, ces trois voix souhaitent la même chose, une trajectoire lisible, assumée, cohérente. Face aux tensions révélées par la séquence Trump-Nigeria, une trajectoire de souveraineté crédible ne peut naître que d'un plan clair, mesurable et adapté au rythme du Sahel. 5 étapes permettent d'y parvenir sans rompre brutalement les équilibres existants. 1. Réaligner les priorités sécuritaires. Le gouvernement nigérian doit définir un cadre d'action qui distingue l'aide nécessaire des dépendances nocives. Cette clarification peut être faite en 3 mois, avec un audit des dispositifs existants. La mesure du progrès repose sur un indicateur simple, la proportion de missions réalisées sans appui extérieur direct. 2. Construire des alliances africaines opérationnelles. Les pays du Sahel ont déjà amorcé cette dynamique. Abuja peut y contribuer en créant des mécanismes conjoints sur le renseignement, la formation et la logistique. Le succès se mesure au nombre d'opérations partagées et à la rapidité de coordination entre capitales. Cette étape réduit l'exposition aux pressions politiques extérieures. 3. Stabiliser l'économie interne. Les entreprises dépendent fortement des chaînes d'importation. Un plan de résilience sur 6 mois, centré sur l'énergie et les intrants stratégiques, limiterait les chocs liés aux crises diplomatiques. Les indicateurs portent sur la réduction des délais logistiques et la stabilité des prix clés. 4. Réparer la fracture narrative.
La souveraineté n'existe que si elle est crédible. Les responsables politiques doivent avoir parlé avec le public non pour l'apaiser, mais pour expliquer les contraintes réelles. Les comparaisons avec les discours d'Ibrahim Traoré montrent que la transparence redonne de la force aux institutions. L'évaluation se fait par l'évolution de la confiance mesurée dans les sondages nationaux. 5. Encadrer les partenariats extérieurs. Accepter l'aide n'implique pas d'accepter la tutelle. Un protocole public définissant les limites, conditions et contreparties permettrait d'éviter les arrangements flous qui alimentent les soupçons. La réussite se juge à la lisibilité du cadre, pas à son ampleur. Cette feuille de route n'impose pas une rupture, elle construit une marge de manœuvre. Le souvenir des voix recueillies à Abuja, chauffeur de taxi, mère de famille, étudiant du campus de Lagos, revient comme un fil conducteur. Ce ne sont pas des experts, mais ce sont eux qui avaient perçu le premier la portée du mot viciously. Leur réaction instinctive, rapide, presque analytique, révélait déjà ce que la crise allait dévoiler ensuite. La souveraineté n'est pas un slogan politique, mais une condition de respiration pour ceux qui vivent chaque hausse de prix, chaque tension sécuritaire, chaque incertitude. Au Sahel, cette intuition a trouvé un écho particulier dans les discours d'Ibrahim Traoré, non pas parce qu'il serait un modèle parfait, mais parce qu'il incarne une idée simple. Un peuple ne construit pas sa liberté en attendant l'approbation d'un autre. Cette idée, relayée par des millions de téléphones, est devenue un repère mental dans une Afrique qui refuse de redevenir spectatrice de son destin. Le moment clé n'est donc pas la phrase de Trump ni la réaction des chancelleries. Il se trouve dans ce basculement intérieur, lorsque les sociétés africaines ont compris qu'elles pouvaient définir seules le cadre de leur avenir. Et ce basculement ne s'efface pas. La liberté commence quand la peur recule. Dans tout le Sahel, une idée s'installe lentement. Aucune transformation durable ne naît dans le silence. Les débats qui ont suivi la déclaration de Trump l'ont montré avec clarté. Chacun, qu'il vive à Lagos, Bamako ou Montréal, porte une part du récit collectif. Les discussions en ligne, les analyses improvisées, les comparaisons entre modèles de souveraineté ne sont pas de simples réactions. Elles deviennent des lieux où se fabriquent les repères d'une Afrique qui veut décider pour elle-même. Si ce récit vous parle, vous pouvez l'étendre. Partagez ce qui vous semble juste. Questionnez ce qui paraît flou. Éclairez ce qui mérite nuance. La conversation publique n'est pas un terrain réservé aux experts. C'est un espace où chaque voix aide à clarifier les enjeux, à refuser les récits simplifiés et à renforcer la capacité collective à choisir sa propre direction. Et puisque les décisions de demain se construisent souvent dans les échanges d'aujourd'hui, une question reste ouverte, simple mais déterminante. Quelle sera votre contribution dans ce chantier commun?